Bienvenue à Intention Inc., l'émission où on célèbre l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Nous sommes dans les magnifiques studios au cœur du quartier des spectacles à Montréal. Et comme à chaque semaine, on va à la rencontre de personnes d'exception pour connaître le secret de leur succès. Cette semaine, mon invité, avant de partir son projet entrepreneurial actuel, il était vice-président d'une compagnie dans le domaine des technologies marines et auparavant, il avait fondé une entreprise qui offrait des solutions pour les aînés à domicile. En janvier 2019, un accident de ski est venu chambouler sa vie puis va l'amener à créer la fondation Neuroefficacité. En bon entrepreneur, Éric Boyer a transformé une épreuve de vie en une recherche de solutions. La Fondation Neuroefficacité offre des services et de l'espoir à toute personne qui est atteinte d'une lésion de la moelle épinière, mais aussi aux personnes souffrant d'une tétraplégie, d'une quadriplégie et toute autre blessure neurologique, ainsi qu'à leur famille. Éric Boyer, bienvenue à Intention Inc. Merci beaucoup, Sophie, de me recevoir. Éric, il y a tellement... Les questions se bousculent. On a même commencé avant l'enregistrement. Il y en a... Je sais qu'on va avoir beaucoup de terrain à couvrir, mais j'aimerais qu'avant, tu nous parles de tu es qui? Parce que là, moi, je décris très rapidement. Éric Boyer, je pense pas que je peux décrire ça en l'espace de quelques secondes, mais toi, tu te décrirais comment? Père de famille, en premier lieu. 3 enfants? 3 enfants. Un jeune âge, 18, j'ai 2 filles, 18, 15, et un petit garçon qui ferme la boucle à 11 ans. Je me crois un mari exemplaire. Il n'y a personne pour te contrarier. Exact. Mais non, je suis très fier d'être marié sur cette terre avec 3 beaux enfants en santé. Fait que tu te décris d'abord comme un père de famille. 100%. Mais là, c'est justement le côté entrepreneur. Je pense qu'on c'est incontournable, dans le fond, on va partir tout de suite avec ça. Oui. Le fameux accident de ski 2019 qui vient complètement dérailler ta vie. Oui. Est-ce que tu acceptes de nous reparler de ce moment fatidique? Oui, avec plaisir. C'est un moment de ma vie que j'ai vécu. Fait que t'es je pense, au Mont-Saint-Sauveur. Oui. C'est début janvier 2019. Exact. 3 janvier. Exact. Là, tu skis avec ta famille. Exact. Et puis, on vient de laisser mon épouse et moi et mon fils, on skie ensemble, puis on vient de dire bonjour à mes filles qui étaient en training pour l'équipe de compétition. Ils couraient pour Mont-Saint-Sauveur. Moi-même, j'étais un ancien coureur de Mont-Saint-Sauveur. Donc, un bon skieur. Un skieur accompli, oui. J'ai fait beaucoup de courses, beaucoup de compétitions de ski. On avait un ski-in, ski-out sur la montagne. Le ski faisait partie de notre vie tous les week-ends. Alors, on vient de dire bonjour à mes filles, puis on rentrait pour un chocolat chaud. Alors, on descendait la piste, la 70, pour aller chercher un chocolat chaud. Les gens qui ne le savent pas, c'est une piste qui est très accessible, là, la 70. Oui. C'est pas une piste d'expert. C'est un bon niveau, mais... C'est un bon niveau, mais... c'est pas une piste de casse-cou. Non, c'est le piste juste devant le chalet. Et puis, j'étais presque arrivé au chalet. Moi, je skiais en premier, mon fils en deuxième et mon épouse nous suivait. Et puis, on rentrait pour notre chocolat chaud. Puis, cette journée-là, il y avait des enfants qui sortaient du chalet principal. Ouais. Puis, je tombais. Alors, comme j'ai tombé 1 million de fois dans ma vie en ski, j'ai perdu mes edges, là, qu'on dit. Là, j'ai perdu mes skis. Et puis, j'ai décidé d'aller où est-ce qu'il était entouré d'un binet, une clôture de sécurité. Oui. Puis cette clôture de sécurité-là, croyant qu'elle allait me retenir, malheureusement, n'était pas une clôture, on a su par la suite, une clôture de sécurité, c'était plutôt une clôture de délimitation de la foule, et non une clôture de sécurité. Fait que j'ai défoncé là, puis mon dos a frappé l'arbre, qui a cassé mon dos instantanément. Et j'ai eu des blessures assez sévères, des poumons écrasés, un aorte. J'étais dans un mauvais état, très mauvais état. Est-ce que directement sur l'impact, tu savais, Éric? Immédiatement.
Ah, il y avait Immédiatement, mon épouse était là, mon fils, puis je disais à mon fils de reculer, je voulais pas qu'il s'approche. Toi, ton fils, il était 5 tout ans. jeune. Ben Il avait oui. 5 ans. Il avait 5 Là, il ans. t'a vu frapper. Oui, puis il m'a vu, puis il dit, tu sais, papa, puis je dis, non, reste où est-ce que t'es, Nicolas, viens pas ici. Parce que toi, tu savais que Je savais que j'étais en mauvais état. Là. Instantanément, je sentais plus mes jambes. Ah, écoute, ça, c'est sûr que c'est... en fait, je pense que tout le monde, c'est toujours une crainte quand tu fais du sport, etc. Tu mets ça en arrière, mais fait que c'est la peur. Fait que là, c'est là que ça commence à changer pour toi, la vie. Là, j'imagine que les choses ont... Est-ce que ça a été très vite à partir de ce moment-là? Les ambulanciers, tu as des services, là. Est-ce que tu te souviens de... De tout. J'ai jamais perdu conscience. Puis c'était une journée assez bizarre en termes que... Au même temps que moi, j'ai eu mon accident, il y a un autre monsieur qui a eu un accident. Oui. Et puis... Sur la montagne. Oui, j'ai des frissons à en parler. J'en parle pas souvent, mais moi, j'étais dans mon ambulance. Puis on s'apprêtait à quitter Saint-Sauveur en route vers Sacré-Cœur ou vers Saint-Jérôme. Ils ne savaient pas exactement où ils allaient m'amener là, ce moment-là. Puis ils ont arrêté l'ambulance, ils ont retourné au stationnement, puis ils m'ont sorti de l'ambulance pour pouvoir donner mon ambulance à l'autre monsieur qui venait de se blesser. Ah, ça, je ne savais pas. Je savais qu'il y avait... Ton accident est arrivé en même temps que l'autre. Donc, oui. Lui était encore en plus mauvais état que toi. Oui, lui était non conscient. Puis la non-conscience, ça prend le dessus de tout accident. Et coïncidentellement, on était l'un à côté de l'autre à Sacré-Cœur en réveil ensemble. Malheureusement, ce monsieur-là est décédé. Il n'a pas survécu à son accident, à ses blessures. Nos familles sont proches. Nos filles étaient dans les mêmes classes au Collège Sainte-Marceline à l'époque. Tu connaissais. Très bien. Et lui a perdu sa vie. Puis moi, j'ai pas perdu ma vie. Fait que ça nous a beaucoup ébranlés comme famille. J'ai pas de bons mots, là. C'est sûr que je suis quelqu'un qui manque rarement de mots à dire, mais là, il n'y a pas grand-chose que... Non. Je pense pas qu'il y a de mots qui peuvent décrire qu'est-ce que tu as vécu, puis on a une pensée pour la famille de cet homme, oui. aussi qui est en deuil. Oui. Puis je vois que pour toi, c'est encore très vif, puis ça va probablement le demeurer. Donc, comment on se remet de ça, Éric? La famille, le support que j'ai eu de mon noyau. Je suis un homme très, très privilégié. On est très chanceux dans notre malchance, notre famille. On est une famille qui se tient ensemble. J'ai des amis d'enfance qui venaient me visiter tous les jours à l'hôpital. J'étais à l'hôpital pour presque 5 mois en réhabilitation. En réhabilitation à IRGLM à Outremont. Un excellent établissement. Et comme je dis, j'ai des amis qui me visitaient tous les jours. Fait que j'étais jamais seul à vivre mon deuil. J'étais toujours épaulé. Ça, donc, est-ce que tu aurais eu besoin d'un moment seul ou ça a fait toute la différence? Non, j'en ai eu. J'en ai eu. J'ai fait mon deuil. J'ai pas fait mon deuil. J'ai même fait mon deuil à l'hôpital où est-ce que j'ai dit, OK, je veux pas voir personne. Il y avait un deuil à faire. Oui, je l'ai fait. J'ai passé à travers. Ça a pris... c'était noir, là. Mes pensées étaient assez noires pendant une couple de semaines. J'ai même poussé mon époux. J'ai vraiment été seul. Je l'ai absorbé. J'ai travaillé avec les professionnels qui étaient présents à l'établissement, qui m'ont vraiment... fait réaliser mon deuil. Puis c'est très, très important. C'est une étape qu'on doit tous, qui passe par là, passer à travers. Oui, je pense que dans les épreuves de vie, si tu veux passer à travers, il faut que tu vives ton deuil selon la situation. Mais comment, dans un cas comme ça, c'est quoi le deuil que tu avais à vivre? J'imagine qu'il est multiple, mais dans tes mots, toi, c'était quoi le deuil pour toi qui... Tu sais, c'est un... J'ai pas une réponse, Sophia, à cette question parce que il y a des moments de deuil qui me frappent quand je l'entends, quand je l'attends pas. Encore, c'est Encore. Ça. Ma fille, elle a 18 ans. La semaine passée, elle me dit, papa, mon rêve, ça serait qu'un jour, quand je vais me marier, tu vas marcher. Aïe, c'est ça, oui. Wow, OK. Je vais pas marcher, je vais rouler. Oui, tu sais, où je vais faire tout mon possible, la technologie va avancer, peut-être moi-même je vais avancer, je me garde des portes ouvertes. Tout est possible dans la vie. Elle l'a dit en voulant dire que ça se pourrait qu'un jour, au niveau... mon rêve, c'est que par le temps que je me marie,
sois capable de marcher à ce moment-là. Okay. Fait que c'était pas un accident, là, comme elle a oublié que tu ne pouvais pas marcher. Non. Okay, je comprends. Elle voudrait ça, là. Elle voudrait ça pour son père, elle voudrait ça pour elle voudrait ça, mais elle voit ça dans sa tête. Fait que mon point que je ramène ça cette semaine, c'est juste que te dire qu'il y a des moments qu'on vit qui me fait ramener à une réalité différente de ce que j'ai vécu pendant 47 ans de ma vie, là, où est-ce que je marchais. Il n'y a rien qui nous prépare pour du jour au lendemain. Fait que, tu sais, toi, comme personne, j'imagine que ça a dû te changer aussi profondément, le Éric avant l'accident puis le Éric après. Oui, ça m'a beaucoup changé. J'étais un homme assez actif, qui voyageait beaucoup, qui était toujours sur le go. Puis maintenant, après l'accident, les choses sont différentes. Les valeurs sont différentes. Les choses qui me motivent sont beaucoup plus différentes. Je me sens un petit peu plus terre à terre. Puis, comme je dis, je suis vraiment content d'être en vie. Fait que tout ce que je fais est basé sur cet aspect-là. C'est ça, là, tu le mentionnes, je suis vraiment content d'être en vie. Puis je pense que tu me l'as mentionné juste avant aussi qu'on rentre dans l'entrevue. Puis ça, c'est une réalisation, j'imagine, après le deuil. Tu mentionnes, je suis privilégiée, je suis bien entourée. Des fois, est-ce que tu as l'impression que ça prend un gros coup de gueule pour comme qu'on l'apprécie vraiment à pleine mesure? Y a-t-il des choses qu'on prend pour acquis? As-tu l'impression? C'est très philosophique comme question, mais ça amène... Oui. Puis je pense que je prenais beaucoup la vie pour acquis avant. Puis je prenais beaucoup les choses à la légère. Puis l'accident m'a forcé de prendre l'inventaire de qui je suis, ma vie, les choses qui m'entourent, qui me permettent d'être plus réel avec moi et avec mon noyau. J'ai pas fait un massif clean-up là, de gens alentour de moi, mais les gens qui m'entourent sont là pour une raison. C'est dans des moments comme ça qu'on voit c'est vraiment qui nos vrais amis. C'est cliché, mais... J'aime tout le monde. J'aime vraiment tout le monde. J'adore tout le monde. J'adore j'adore l'être. J'adore tout le monde. Oui, c'est de l'énergie que tu communiques, effectivement. Mais les gens que j'invite à l'intérieur de moi, c'est différent. C'est très différent. Je comprends. Donc, c'est quoi qui te... C'est ça, maintenant, tu te dis que tu es obligé de prendre inventaire. C'est quoi maintenant ton inventaire? C'est quoi qui te motive? Parce que là, tu as parti, dans le fond, tu sais, en anglais, on dit toujours, si je le traduisais en français, si tu te fais donner des citrons, tu fais de la limonade. Toi, tu as fait une grosse limonade, là. Tu t'es fait donner un gros paquet de citrons, là. Mais je suis en train de la faire, la limonade. Oui, c'est ça. Fait qu'on est en train de la concevoir, on est en train de la peaufiner, on est en train de l'expertiser, si vous voulez. Et ça, c'est ton centre. Mais quand est-ce que, là, tu as toute cette réhabilitation à faire? Tu as tout, j'imagine, de revoir ta vie. Là, tu deviens... Il y a de la perte de liberté énorme d'être en fauteuil roulant. Oui. On pourra en reparler, mais je pense pas que la société est très bien adaptée pour les fauteuils roulants. Donc, tu dois faire face à ça. Puis à ce moment-là, quand t'es venu l'idée de dire, je vais aussi partir un centre pour aider d'autres personnes aussi qui sont en situation d'handicap comme moi, là, le centre, la Fondation Neuroefficacité. Quand est-ce que tu as décidé ça? Mais ça va faire 2 ans en fin de semaine. Fait que l'Action de grâce canadien, j'ai été introduit à une famille qui avait subi un accident significatif il y a 2 ans. Un membre de leur famille, leur belle-fille, avait sauté dans une piscine et cassé son cou. C'est une jeune fille? Une jeune fille. Aujourd'hui, elle a 34 ans, fait qu'à l'époque, elle avait 32 ans. Et elle était fiancée, récemment fiancée. Et puis, la famille de son fiancé m'a été introduit via des amis en commun, puis ont recommandé que j'aie une conversation avec cette famille-là pour partager mon trajet. Puis eux, ils suivaient le même trajet que moi. Ils étaient à Sacré-Cœur, ils sont allés à l'IRGLM. Alors, j'ai eu une conversation avec la famille le lundi de l'Action de grâce, il y a 2 ans. Puis j'ai passé à peu près 1 heure au téléphone avec eux. J'ai partagé mes différents intervenants, les différentes étapes que moi j'ai vécues. Juste avec le beau-père et la belle-mère, et non la personne... Pas encore avec elle, oui. Pas encore avec la personne. Alors, beaucoup m'est revenu avec cette conversation-là. Tu as revécu beaucoup de choses. Oui, puis il y a eu comme un feu s'est allumé en dedans de moi. En leur parlant? En leur parlant. Fait que j'ai comme... La conversation a fini, puis j'étais allé voir mon épouse tout de suite. J'ai dit, écoute, je sais pas si c'est normal, là, Marie-Jo, là, mais comme, il y a quelque chose ici, là. J'adore ce que j'ai vécu. Je pense que je suis capable d'aider d'autres gens avec ces situations-là.
OK, parce qu'eux autres, dans le fond, en partageant avec toi, tu leur donnais des pistes de solutions par rapport à ton parcours de réhabilitation. Puis là, tu t'es dit, finalement, je suis peut-être dans une position que je peux aider. Exactement. OK. C'est là que la lumière, elle s'est allumée dans ma tête. Puis là, la fin de semaine, ça, c'est le lundi de l'Action Gaz. Fait que toute la journée, le reste de la journée, lundi, j'ai fait des plans, j'ai écrit sur des papiers, j'ai planifié mon petit plan, j'ai pensé à ça. Puis là, le lendemain, le mardi, tout le monde retourne au travail. J'ai parlé avec deux très proches amis et je les appelle mes consiglieri. Là, mais vous autres, vous sauvez du monde. C'est ça. Fait que j'ai dit, je pense que j'ai ça en tête, là, qu'est-ce que vous pensez? Fait que les deux gars, en même temps, m'ont dit, non seulement que tu as quelque chose en tête, on va t'aider à le faire. Faut que tu le fasses. Fait que déjà là, tu voyais que tu étais sur la bonne piste parce que tu as tout de suite eu des gens qui ont cru en ce que tu proposais. Exact. J'ai eu une approbation. Une approbation. Fait que c'est là qu'on a créé la fondation. On s'est enregistré, on a créé notre conseil d'administration. On a eu notre premier meeting, ça c'est arrivé en octobre. On a eu notre premier meeting en décembre pour tout démarrer. Puis lors de notre premier meeting en décembre, c'est là qu'on a dit, OK, on va faire un levée de fonds. On va faire un tournoi de golf, parce que moi, je suis un ancien golfeur, puis j'adore le golf, c'est mon sport. Alors, on a fait notre premier événement qui était mai, il y a 2 ans. Puis à cet événement-là, on a eu un succès phénoménal. Et puis, ça nous a permis de dire, OK, là, ce qu'on voulait faire dans 12 mois... On est capable de le faire plus tôt. Immédiatement. Là. Okay, pas juste là, on va planifier pas, on le fait là. On trouve un emplacement, on trouve le local, on loue les emplacements, on achète tous les équipements. Fait qu'on avait assez d'argent pour pouvoir tout faire immédiatement. Là, j'ai beaucoup de questions, Éric. Mais la première... C'est quoi, là, tu parles de ton local, on va venir, je pense que vous avez des nouveaux locaux, c'est pleinement aménagé, mais c'était quoi ta mission première que tu t'es donnée avec ta fondation? Parce que quand tu as parti ça, tu as dit, bon, OK, local, qu'est-ce que tu voulais faire? Qu'est-ce que tu veux faire avec cette fondation-là? Je veux faire en sorte que les gens qui ont un moment catastrophique dans leur vie soient capables de retourner rapidement je dis sur leurs pieds, là, excusez le terme, là, mais rapidement à leur vie. Dans leur vie, puis se retrouver contents et recontribuer à la société. Tu sais, moi, ça m'a pris 5 ans à me rendre où est-ce que je suis là. Là, je suis un petit peu fâché. J'aurais dû faire ça dans la première année. C'est ça que tu trouves que... Oui, vraiment. Mais c'est-tu réalisable? Parce qu'avec tout le deuil... Toi, tu penses qu'avec le bon soutien, oui, tu peux te retrancher plusieurs années. Là. Exactement. Puis de souffrance aussi. Oui. Parce que tant que la personne, elle se fait tasser de côté, tu as l'impression, j'imagine que ça l'ajoute beaucoup à la souffrance émotionnelle. Non seulement, tu es obligé de dire, toi, tu étais un skieur, tu étais un golfeur. Oui. C'est tout ce que tu aimais avant, il faut que tu te redéfinis. Oui. J'imagine que le fait que tu ne peux pas contribuer directement à la société, c'est une frustration de plus au début. Mais tu sais, tu contribues, mais tu te fais tasser de côté. Oui, puis c'est ça que j'ai appris. Et c'est en faisant ça qu'on est capable de se rebâtir et renaître un peu. Fait que renaître, ouais. C'est un deuil, mais on renaît. Il faut se reprendre puis réapprendre ce qu'on est capable de contribuer puis capable de faire. Moi, 100%. Je suis très chanceux que j'ai le contrôle de mon haut du corps. Je suis capable de faire mes transferts. Après mon accident, Sophia, la CLSC venait m'habiller le matin. Là. Je suis venu loin. Je n'étais pas capable de mettre mes bas là, pour la première année. Là. Fait que... il y a du chemin, là. Il y a du chemin que j'ai vécu, que j'ai dû passer à travers, mais avec les bons outils, je suis pas mal confiant que j'aurais pu réduire ce temps de retour. Puis c'est ça qu'on veut faire pour les autres. Ça doit être primordial. Primordial. Je me sens comme une course contre l'heure, là, contre le temps. Là. Je veux faire ça rapidement, puis je veux vraiment qu'on soit établi puis être capable d'offrir des services à plusieurs autres. C'est ça la mission de neuroefficacité. On va y revenir. Oui. Là, tu dis que rapidement, vous avez fait un événement, c'est un tournoi de golf, puis effectivement, il a été succès. Je pense que le dernier, on peut le dire, vous avez amassé plus qu'1 million de dollars. Oui. C'est extraordinaire. Puis j'aimerais mentionner que votre fondation est 100% de fonds privés, donc pas de fonds gouvernementaux. Rien. C'est un OBNL, donc c'est vraiment à but non lucratif. C'est important. Donc, tout est redonné pour pouvoir aider d'autres personnes qui vivent un événement, comme tu dis, catastrophique ou qui vivent en situation d'handicap paraplégique, tétraplégique, quadraplégique. Donc, tout va là. Qu'est-ce que ton événement, à quoi tu attribuerais un tel succès?
Parce que c'est comme tout un succès, là, pour faire de la philanthropie de mon côté, Non, c'est avoir incroyable. une réponse comme ça, puis en même temps, ça va changer des vies. Là. Oui. C'est ça qui est, qu'on veut qui faire. est extraordinaire. On n'a pas parti ça pour que moi, je me donne un salaire de 200 000 par année. Là. On a parti ça. Moi, je suis correct financièrement. Là. Je suis épaulé par ma famille. J'ai pas parti ça pour pouvoir me bénéficier à moi. C'est vraiment, on a parti ça pour redonner aux autres. Puis refaire et retourner à la société ce que moi, j'ai été capable de faire. Moi, j'ai été capable de voyager puis aller chercher des experts un petit peu partout sur la planète pour pouvoir me remettre sur mes pieds plus rapidement. Puis là, ces experts-là se joignent à notre équipe. C'est ça qui est fun, c'est ça qui est important. J'adore ça. Sur notre tournoi de golf, excusez, là, Ben non, mais c'est ça, Sur notre tournoi de golf, on a un événement qui est à mon terrain de golf, où est-ce que, quand je rêve au golf, c'est là que je joue au golf. Et puis, on a eu un succès phénoménal. Là. Des membres nous ont appuyés, la société est rentrée. On a un grand bénéfacteur qui s'est levé les mains. On peut le nommer parce que ce qu'il a donné, tu sais, c'est de la grande générosité. Oui. Dans la vie, il y a des gens qui ont fait beaucoup d'argent. C'est pas tout le monde qui redonne autant d'argent nécessairement. Exact. Je pense que c'est Herbie Black. Exactement. Black a fait... Black et sa famille. Et sa famille ont donné un don de 400 000 $. Exact. Alors, c'est 150 notre première année qu'il a donné. Et ensuite, il a donné 2,50. Fait que cette année, ce qu'il a fait, il a pris le micro au début de notre soirée, de notre encamp, parce que ce qu'on fait, c'est un petit peu différent. C'est pas souvent vu sur le côté Québec, mais c'est vu à différentes places où est-ce qu'on fait un encamp criant. Et cet encamp criant-là a débuté avec M. Black, qui a pris le microphone, qui a dit « Moi, je vais donner 250 000 $, mais il faut que tout le monde ici dans la salle m'égale. » Si vous m'égalez, là, le 250 devient 500 000, puis là, on est correct avec la fondation. C'est extraordinaire pour une fondation de pouvoir compter sur de la générosité comme ça. Moi, je l'adore. Oui. C'est clair, je l'adore. Je comprends. Puis, c'était pas prévu non plus. Il était un invité à notre premier tournoi de golf. Mais lui, il a été touché par ce qu'il a vu, ici, qu'est-ce qu'il était en train de faire, ça va vraiment changer des vies, puis il a dit, moi, je veux contribuer à ça financièrement. Oui, puis on se connaissait, mais on n'était pas amis, mais on se connaissait. J'avais été impliqué autrement avec le tournoi de golf du Shriners. Lui, il était un bénéfacteur à ça. Il était un donateur. Je pense que c'est un grand donateur. Un grand donateur, un grand philanthrope. On devrait le mettre sur un piédestal. Beaucoup de familles québécoises, c'est des grands philanthropes. Des grands philanthropes. Puis on n'en prend pas assez note. Là. On devrait vraiment se féliciter comme Québécois. On s'entraide, puis on le dit pas assez. Ma génération, puis la nôtre, puis celle de nos enfants vont être encore plus grands parce qu'ils voient leurs parents donner. Oui, il n'y a rien de mieux que montrer par l'exemple. Voilà. C'est vrai. Puis en même temps, ce que toi, tu fais, je trouve que c'est très, très fort comme exemple parce que tu as mentionné, tu vis une épreuve, quelque chose qui change ta vie et celle de ta famille, mais tu dis, j'avais les moyens d'aller chercher des experts. J'ai pu me remettre sur pied, mais là, je décide de redonner. Exact. Au lieu de te replier sur toi-même puis de dire, bien là, gars, moi, j'ai vécu ça puis je vais vivre. Toi, dans le fond, ça t'a fait t'ouvrir sur... En plus, je vais prendre cette expérience-là, mais je vais redonner. Oui. Et ça, c'est très, très fort. Oui. Dans un moment de grande vulnérabilité ou quand tu vis quelque chose, en fait, de dire, mon réflexe, c'est pas de me replier sur moi-même, c'est plutôt de me tourner vers l'autre. Exact. C'est ce que tu veux faire avec la Fondation. Oui, puis il y a un membre de mon CA qui m'épaule, David Garfinkel, est aussi un grand donateur à ce qu'on est en train de faire. Lui a subi un accident de surf il y a 10 ans. Ça va faire 10 ans. Il n'est pas encore à son anniversaire d'accident. Et lui, il ne peut pas se gratter le nez. Là. Fait que lui, c'est mon inspiration. Fait que, lui, il est quadraplégique, je pense qu'on appelle ça. Il est quadraplégique, il ne bouge pas. Il faut qu'il se fasse nourrir, il faut qu'il se fasse brosser les dents. Puis en vivant et le rencontrant, ça m'a fait vraiment réaliser comment que moi, je suis chanceux dans cette vie. Moi, je suis très chanceux. J'ai le contrôle de mon haut du corps. Je suis capable de m'habiller. Je suis capable de donner un câlin à mes enfants, à mon épouse. Je suis capable de... Des choses qu'on prend pour acquis. Ah, c'est incroyable. C'est ça, des fois... c'est ça, des fois, ça nous change nos lunettes, hein, de le voir. Avec la Fondation,
tu as des valeurs fortes que vous avez établi 4 piliers sur lesquels je me permets de les nommer. Tu as l'aspect physique, la force mentale, le service technique et la défense des droits aussi. Puis ça, je pense que tu l'as illustré avec c'est comme une chaise ou un fauteuil roulant où est-ce que tu as 4 axes sur lesquels ça doit reposer. Puis si tu en enlèves un, t'es pas balancé. Exact. Puis un est aussi important que l'autre. Les leçons. Qu'est-ce qui t'a amené? Pourquoi ces 4 piliers-là? Parce que je regardais une chaise, je me disais, coudonc, c'est excellent. Il y a 4 pattes à chacune des chaises. Le terme « patte », c'est un ami à moi qui me l'a introduit récemment. C'est juste « personne autonome temporaire ». Fait qu'on rajoute ça à la définition. Je connaissais pas ça. Moi non plus, mais on le rajoute à la définition parce que ça donne bien. Je veux dire, on est tous des personnes autonomes temporaires. Temporaires. On est tous des personnes autonomes temporaires. Puis chacune de ces pattes-là représente une division de notre fondation. Puis comme on le mentionne, chacune de ces pattes-là est aussi importante l'un de l'autre. Fait que tu as l'aspect physique qui est excessivement important, qui est notre centre de bien-être. On a l'aspect mental. Fait que le mental coaching, le monsieur qui est avec moi les 2 dernières années, qui est mon mental coach, se joint à nous tous les lundis. On appelle ça les lunatiques du lundi. Puis on se rencontre. On est maintenant rendu 7 qui se rencontrent sur des thérapies de groupe, des discussions de groupe qui est gérée par... Ça doit faire du bien partager avec des gens qui vivent une réalité similaire. C'est incroyable. Puis c'est aussi le fun que le physique. Alors, quand on a les deux qui fonctionnent ensemble. C'est magnifique. Le troisième, c'est l'aspect technique, les services techniques. Fait que les réparations mineures de fauteuils roulants, des seuils de porte dans des résidences, aider, épauler nos membres avec le programme PAD, qui est le programme d'adaptation à domicile. C'est fait partie de cette division-là, les services techniques, assez important aussi, qui fait en sorte que l'être est vraiment bien épaulé. Puis la quatrième patte, c'est ce que moi je vais travailler, qui est l'éducation, faire de la sensibilisation avec moi et David Garfinkel, le membre de notre CEO. On travaille ensemble conjointement pour pouvoir promouvoir notre message et aider les entités qui existent aujourd'hui à peut-être foncer un petit peu plus dans les murs, un petit peu plus fort qu'il faut le faire. Oui, je pense qu'il y a du travail à faire. Est-ce que les gens réalisent pas? Bien, je ne veux pas trop embarquer sur le sujet parce qu'on est presque déjà rendu à notre moment de pause. Mais je pense qu'il faudrait qu'on revienne au retour pour parler de, justement, est-ce que ici, la société québécoise est bien adaptée pour les personnes en situation de handicap avec des fauteuils roulants? Il y a une statistique qu'on discutait au départ. Il y a 25 % de la population, une personne sur 4, qui est à mobilité réduite. Ça va juste avec une population vieillissante aussi. Ce pas des chiffres qui vont aller nécessairement en s'améliorant. Est-ce qu'on on prend ça en considération? Est-ce que la société est adaptée pour... Je te vois sourire pour les gens qui nous écoutent, là. C'est un sourire qui est un petit peu... Qui jaune, hein? Alors, je pense à la réponse... Non, je veux pas être négatif, mais c'est juste qu'il faut vraiment... Je t'arrête, tu me réponds quand on revient. Parfait, parfait. Nous sommes de retour pour cette deuxième partie d'Intention Inc. Ici Sophia Zito et je suis en compagnie de Éric Boyer, qui est fondateur et directeur général de la Fondation Neuroefficacité. Éric, je t'ai interrompu juste avant. On parlait justement des 4 aspects sur lesquels se dépose la Fondation Neuroefficacité, donc celui dans lequel tu vas être le plus impliqué, qui est la défense des droits. Exact. Là, je t'ai posé une question, mais je t'ai interrompu sur est-ce que notre société est adaptée pour les personnes en situation de handicap? Puis ton sourire, qui était un petit peu, on va le dire, là, ton sourire jaune n'était pas... voulait tout dire, et je pense que la réponse, c'est que non, et on doit en faire pas mal plus. Mais je te laisse, toi, tes observations. Parce que là, vous avez des nouveaux bureaux maintenant à Royal Mount. Oui. Puis, on va juste recadrer. Là. Nous, on a la discussion, c'est des commentaires constructifs parce que, dans le fond, il y a toujours place à l'amélioration. Puis, les questions qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut comme société? Quand on parle de valeurs d'inclusion, accessibilité, bien, si tu fais de la discrimination, même quand c'est involontaire aux personnes en situation de handicap, c'est parce qu'il faut en parler si on veut que les choses s'améliorent. Exact.
Avant mon accident, j'avais aucunement... j'étais pas sensible à cet aspect-là de la société. On le lit rarement parce qu'on le voit pas. Si tu côtoies pas quelqu'un qui est en situation de handicap, c'est comme... tout est fait pour qu'on le voit pas, on dirait. Exact. Puis j'aime aussi ajouter que la Terre, comme telle, elle n'est pas accessible. Il y a des marches partout. Il y a des éléments qui font en sorte que ce qu'on fait comme société n'est pas accessible. Puis c'est correct. Moi, j'ai vécu comme ça pendant 47 ans de ma vie. Mais maintenant, en situation que je suis, c'est très... ça change la vie parce qu'il y a des restaurants que je ne peux plus aller. Il y a des choses que je ne peux plus faire ce que je faisais avant avec mon épouse et ma famille. Il faut toujours qu'avant que tu sortes de chez toi, tu valides l'accessibilité. Toujours. Même pour venir au studio ici. Non, mais comme ici, c'est en facile, mais je voulais juste donner un exemple dans le sens que tu ne peux pas prendre pour acquis quand tu vas quelque part. Non. Je vais juste me présenter comme on le fait quand on n'est pas en fauteuil roulant. Mais en fait, je suis vraiment choyé, comme j'ai mentionné auparavant. Quand je vais en Floride, par exemple, j'ai pas ce souci-là. C'est beaucoup plus adapté. Ça, je le sais. C'est très adapté. Même à Toronto, c'est adapté. J'ai eu l'occasion d'aller en Europe en situation de mobilité réduite. J'ai été à Amsterdam. Cet été, j'étais à Barcelone. OK, c'est intéressant. Donc, toi, tu as des points de vue multiples. Là. Oui. J'étais à Rome. J'étais en croisière cet été, partout en Europe, en Italie. C'est mieux adapté qu'ici. Jour et nuit. Pour vrai? Oui. Okay. Parce que la Floride, je le savais, mais tous les autres, tu me l'apprends. Oui. Et moi aussi, je me le suis appris. Puis pourquoi? C'est quoi comme des exemples concrets? Je pense que c'est juste la sensibilisation et le vouloir de s'assurer que la société soit universellement accessible. L'accessibilité, c'est pas nice to have, c'est un droit. Là. Oui. Je devrais être capable d'aller où je veux aller. Là. Ça permet aux gens de tout le temps pleinement contribuer parce que, comme on parlait de transport en commun, entre autres. Oui. Toi, tu es au Royalmount. Oui. Prendre cet exemple. Je sais qu'ils ont aménagé une grosse passerelle là, que tout le monde peut voir. Magnifique structure sur des carrés. Qui a coûté très cher. Très cher. Fait que là, tu peux arriver au métro de la Savane puis prendre la passerelle parce qu'elle est accessible, la passerelle. La passerelle est 100% accessible. Je l'ai pris la semaine passée. Il y a un ascenseur. Mais le métro de la Savane, est-ce qu'il est accessible? Malheureusement, non. C'est un métro, c'est une station de métro qui existe depuis longtemps. Longtemps. Quand moi, j'étais jeune, j'ai grandi à Ville-Mont-Royal. Je prenais assez souvent ce métro-là, Namur. Je connais bien. Ça fait longtemps qu'on aurait pu mettre un ascenseur. Pas mal longtemps. Puis en plus, le projet que M. Lotfi a développé, qui est magnifique, là, un projet ampleur, le plus gros projet de construction au Canada. Je pense que c'est presque 1,6 milliard qui a été dépensé les 6 dernières années en planification, acheter des immeubles, redistribuer. Beaucoup d'argent qui est injecté. Beaucoup d'argent qui a été injecté dans ce site-là pour le rendre un noyau de Montréal. Oui. Je pense qu'en 6 ans, quelqu'un aurait dû lever un flag et dire peut-être qu'on devrait mettre un ascenseur à métro de la Savane. Mettre une passerelle sur des carrés. Fait que ça vient me chercher. Notre centre de bien-être est sur Royalmount. Puis je pense que c'est juste un partage d'informations puis le vouloir de s'assurer que toute la population puisse profiter de cette magnifique structure. Je pense que c'est pas un manque, c'est qu'il faut sensibiliser. Si les gens ne le savent pas, les gens qui sont en position de prendre la décision de faire les changements ne sont pas aptes à le faire. Fait que, je pense pas que c'est de la mauvaise volonté. On va assumer que c'est pas de la mauvaise volonté, mais il y a vraiment place à l'amélioration. Et il faut dire que, comme je dis, si on regarde juste même au niveau démographique, il n'y a rien qui indique qu'il ne va pas avoir une augmentation de perte de mobilité. Là, non, exactement. Il faut penser que nos parents vieillissants, nous vieillissants, bien, il y en a plusieurs qui vont se ramasser en fauteuil roulant pour se déplacer. 100% d'accord avec ce que vous venez de dire. Puis si quelqu'un veut augmenter son chiffre d'affaires en business, mais rends ta business accessible. Si tu veux rendre ta business accessible, tu vas augmenter peut-être ton chiffre d'affaires. Parce qu'il y a plus de gens qui vont pouvoir aller dans ta business, que ce soit ton restaurant, que ce soit n'importe quoi. J'ai juste hâte de rencontrer quelqu'un qui me dise « business, c'est tough, là. J'ai de la misère. » Mais OK, mais es-tu accessible? Non, c'est ça. Puis je m'avais permis de partager cette tranche de vie-là quand mon premier emploi, quand je sortais de l'université, mon adjointe, à ce moment-là, que je nomme Carmen, qui est de Feu Carmen, était en fauteuil roulant. Moi, c'était la première fois que je côtoyais quelqu'un qui était en situation de handicap. Puis, j'avais aucune idée comment ça pouvait être difficile.
pour elle, elle se déplaçait tous les jours pour venir travailler. Fait que c'est une citoyenne qui était pleinement, qui contribuait pleinement à la société. Mais l'exigence de pouvoir, tu sais, toujours être à un stationnement intérieur parce que l'hiver, en fauteuil roulant, les trottoirs sont pas praticables à Montréal. Non. Si on voulait aller prendre un verre, on voulait sortir, il fallait toujours valider. Juste se promener au centre-ville de Montréal. Puis là, tu te dis, elle, là, sa journée est tellement plus difficile que la mienne. Juste par plein de petites choses qui s'ajoutent. Tu sais, aller aux toilettes. Puis là, ça m'avait fait beaucoup réaliser que... Puis je pense que après toutes ces années-là, je suis pas sûre qu'il y a eu énormément de progrès qui a été fait pour rendre la société accessible. J'aimerais ça que tu me dises le contraire puis que tu me mets là-dessus, mais je vois que... je pense que c'est juste... Comme on a dit, il faut Ouais. donner le bénéfice du doute. Oui. Je veux voir ça d'un angle positif. Je veux leur tous donner le bénéfice du doute. Je pense que c'est juste du non-sens. Je pense que c'est juste qu'il n'y a pas quelqu'un qui a levé un flag, qui a dit « OK, oui... » Mais c'est là que tu t'es donné comme mission de le faire. Exact. Fait que moi, je veux aider à lever ces flags-là. Un flag flagrant comme un ascenseur qui va coûter peut-être 500 000, 1 million, je ne sais pas c'est quoi le coût d'un ascenseur pour une station de métro, mais pour un site qui a été développé de 1,6 milliard, quelqu'un, quelque part, peut trouver l'argent pour pouvoir bâtir un ascenseur. Puis pas juste pour, comme vous dites, les personnes comme moi. C'est des personnes avec des poussettes pour les bébés. C'est des personnes... Mobilité réduite, c'est quand même large. C'est large. Là. C'est Ça très peut large. rendre service à un gros pan de la population. Puis, tu sais, juste pour ajouter un autre petit point, tu sais, le métro du Centre Bell n'est même pas accessible. Fait que moi, je peux partir de chez moi à Laval, je peux prendre les nouveaux stations de métro, qui est magnifique, mais je ne peux pas me rendre au Centre Bell. Rendu là, tu ne peux pas débarquer pour aller voir comme la Une grosse game salle de d'hockey, spectacle. une game d'hockey des Canadiens qu'on achète, qu'on fait tirer des billets pour nos membres aussi. Mais là, toi, tu n'as pas centre. accès par le Je ne peux pas me rendre par métro. Je Non, ne peux pas c'est me ça. rendre en station. Fait qu'il y a vraiment quelque chose à démocratiser de ce côté-là. Je pense que ça se fait. Bien, c'est bravo pour ta mission. Puis j'espère que tu vas pouvoir revenir au micro quelques années puis nous dire que maintenant, tu es allé en métro voir les Canadiens. Je veux voir ça positivement. Là. Je veux aider. Je veux faire en sorte que le prochain n'a pas la même situation que moi. Mais c'est ce que j'entends, Éric. Dans le fond, ton message est beaucoup porteur d'espoir. Tu es quelqu'un qui se tourne vers comment on peut améliorer les choses. On est là pour prendre un constat, mais c'est pas pour juste... C'est dans le but de faire bouger les choses. Fait que, moi, je salue ça. Oui. Je vois que tes lunettes sont sorties également, Éric. Tu es arrivé tantôt avec... C'est des lunettes Meta. Oui. Ça, c'est des lunettes aussi. Ça, c'est deux nouvelles lunettes que le centre vient d'acquérir. Oui, on est très contents. On a acheté 2 paires. Puis c'est pas juste pour le look, là. Non, pas en tout. C'est en fait, c'est développé avec Facebook et Ray-Ban, cette marque-là. Puis ça a des caméras. Puis ce que ça va nous permettre de faire, c'est sensibiliser les gens avec des photos, des vidéos, du temps réel. Ça a une caméra qui capte ce qu'on fait. Fait qu'on est capable de donner des commandes audio aussi à les lunettes pour enregistrer. Fait que les gens qui n'ont pas le contrôle de leurs mains, comme moi, pour peser le bouton. Ça, ils vont pouvoir contrôler beaucoup de choses Oui. avec la lunette. Parce Oui. que C'est tout simple que ça. C'est là. qu'une commande vocale, puis là, tu peux... Je peux leur parler, puis je peux dire, OK, Meta, take picture, puis là, la photo. Elle va prendre une photo. Elle va prendre une photo. C'est vraiment magnifique comme technologie. C'est de la belle technologie. Bien, je t'ai parlé de tes lunettes parce que je voulais que tu me parles de technologie. Ça s'en va où, la technologie? Parce que je pense qu'au niveau des handicaps, des blessures à la moelle épinière, je pense qu'à votre centre, vous surveillez ça. Tu travailles beaucoup aussi au niveau de... Tu offres des services pour aider. C'est pas de la réadaptation. Oui, c'est de la réadaptation. Oui, 100%. Est-ce que ça bouge positivement de ce côté-là? Oui, énormément. Les dernières quelques années, moi, quand j'ai eu mon accident avec mon épouse, on a eu une discussion, un planning, un meeting de planification, puis on se disait, OK, on va se donner 5 ans. Puis j'étais confiant que la technologie allait avancer assez qu'en 5 ans, pas peut-être que je vais être capable de me courir un marathon, mais peut-être faire quelques pas l'un sur l'autre. Parce que toi, tu n'es pas sectionné complètement. Exact, elle est incomplète. Moi, mon accident, ma moelle épinière est incomplète. Fait qu'il y a un petit peu de signal qui se passe. Je suis capable de contrôler, puis sentir la chaleur et le froid dans mes jambes. Je suis capable de... Il y a un certain signal qui se passe dans ma moelle épinière. Et avec la technologie, c'est ça, tu espères L'amplifier. D'amplifier ça. L'amplifier, puis faire en sorte qu'il y a d'autres passages d'informations qui peuvent se passer. COVID a frappé, les choses ont ralenti. Mais Elon Musk a une compagnie qui s'appelle Neuralink. Il y a beaucoup d'avancements où est-ce qu'il implante
le chip. Là, Oui, comme une genre de micropuce, une micropuce au cerveau. Au cerveau, qui fait en sorte que ça va contrôler les signaux. Fait qu'il y a beaucoup de développement qui se passe. Beaucoup de recherches en Suisse en ce moment, à Lausanne, qui se fait aussi pour les moelles épinières. Puis je veux juste continuer ce que notre M. Reeves, Superman, a parti, puis juste amplifier sa mission à eux, puis amener ça à une touche locale ici au Québec. Là. OK, on fait le pont là-dessus, parce qu'eux autres, c'est un centre. Toi, tu as un premier centre, mais Oui. tu as un souhait, tu as un chiffre magique dans ta vie. C'est le chiffre 8, Oui. qui est le chiffre de ton anniversaire. Exactement. Je pense qu'ici, on peut voir sur le logo, pour ceux qui le voient, mais ton logo, ceux qui ne le voient pas, c'est les branches du cerveau. Oui, il y a ici, 8 oui, branches. avec 8 branches. Mais toi, tu veux 8 centres. Et c'est mon but. C'est mon but. C'est ce qu'on va faire. J'aime ça. 8. C'est ce qu'on va faire. C'est pas comme j'aimerais. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Puis après ça, je passerai le flambeau à un prochain, puis espérant qu'un jour, mes enfants et mon épouse et ma famille puissent dire mon père et équipe. On fait avancer la science et le bien-être pour les personnes handicapées. Bien, les personnes en fauteuil roulant. 100 puis, les personnes à mobilité réduite. Puis c'est tout. C'est aussi, comme tu avais mentionné au début, c'est les gens atteints de ACV, Parkinson's, de troubles neurologiques. C'est la raison qu'on a appelé le neuroefficacité, parce que c'est toute la neurologie là, qu'on veut assister puis aider. Là. Qui est basée sur, j'imagine, les nouvelles recherches avec aider. Puis, comme tu dis, il y a aussi tout l'aspect de faire avancer les droits de ce côté-là. Oui. Tes 8 centres, je te donne une baguette magique. Là, fait que tu n'as aucune restriction. C'est dans 5, 10, 15 ans. C'est où neuroefficacité dans 5, 10, 15 ans? 15, c'est un petit peu loin. Avec ta permission, en 5 ans, j'aimerais avoir mes 8 centres. OK, c'est agressif quand même. Comme, absolument. Mais pour le Québec, on en a besoin de 3. Pour être vraiment bien établi au Québec, il faudrait qu'on en ait 3 assez rapidement. Fait qu'on a un en ce moment qui est à 15 minutes de l'IRGMM, qui est le centre de... L'IRGMM, là, c'est... Institut Lindsay Gingras. L'IRGMM. OK. Gingras, tu vois, moi, Lindsay. je ne connaissais pas cet institut. C'est un magnifique établissement. Parle-nous-en juste un petit peu. Là, Moi, j'ai habité là pendant 5 mois presque. C'est là qu'ils m'ont vraiment appris à accepter ma réalité, ma nouvelle réalité. OK. Fait il y a tout un côté de coaching mental que tu mentionnais aussi qui doit être aussi important que le physique. Aussi important. En réhabilitation. Aussi important. Les deux vont l'un et l'autre ensemble. Là. Ils cohabitent ensemble. Et cet édifice-là m'a tout appris. M'a appris à manager mon nouveau réalité, mon corps, à prendre une douche, à faire mes besoins. Tout m'a été réappris. Tu renais là, comme tu disais quand tu parlais de renaissance, là, c'est là. Puis un membre de notre CA là, que j'ai mentionné auparavant, David, lui était là 1 an. Fait que dépendant de notre situation, c'est là le temps se définit. Fait que moi, j'étais là presque 5 mois. Puis ça, c'est un centre de réhabilitation pour l'île de Montréal. Okay. Mais il y a des gens un petit peu partout qui vont là dépendant de leur charge. C'était qui, Lindsay Gingras? Je ne sais pas. Il faudrait que je m'informe. C'est une excellente question. C'est un centre qui est rattaché à... C'est-tu indépendant ou c'est rattaché à un hôpital? Non, c'est rattaché au service. Ça fait partie, je ne sais pas quel CIUS, mais moi, je suis allé là de Sacré-Cœur. OK. Fait quand tu es en situation de réhabilitation qui va être longue, là, c'est là que tu vas après un accident, un trauma. Exactement. Comme j'ai un ami cet été qui a eu un accident de bicyclette. Et puis, elle a été transférée aussi, puis elle est venue du Général, de Montréal Général. Tous les hôpitaux, c'est les hôpitaux pour l'île de Montréal, c'est vraiment là ton centre de réhabilitation. Puis en fait, j'ai un oncle qui était là, puis lui, c'était un amputé. Fait que chaque étage a différentes situations. Là. Fait que tu peux avoir des amputés, tu peux avoir du brain trauma, tu peux avoir une moelle épinière. Fait qu'il y a plusieurs différentes réhabilitations qui se passent dans l'édifice. Fait que dans le fond, toi, ton centre, il y a une raison stratégique qui n'est pas très loin de là. Toi, tu vas prendre le relais. Parce que là, tu as de la réhabilitation intense, mais après ça, j'imagine que tu es en réhabilitation un peu continue quand tu continues à toujours recevoir des soins ou être avec des groupes. Comme tu disais, il y a des groupes d'entraide. Tu sais, dans le fond, Mais chez nous, les gens, c'est des membres. Okay. Fait que déjà en partant... C'est vrai qu'il y a un principe important qu'on n'a pas parlé. Oui, OK. Je t'ai interrompu. Non, tu vas me parler des membres, mais la réciprocité. Oui, la loi de la réciprocité fait en sorte que notre fondation, c'est notre sauce secrète. C'est la sauce secrète de notre fondation qui fait en sorte que les gens qui peuvent payer vont payer. Les gens qui ne peuvent pas payer, on va s'en occuper. Puis on espère avoir un excellent mix de gens qui peuvent payer puis gens qui ne peuvent pas payer. Fait en sorte que notre fondation va être capable de se soutenir avec ses propres opérations par elle-même.
Puis la fondation va être là juste comme une serviette chaude dans le cas, dans le besoin, où est-ce qu'il y a un trouble financier, puis on est là pour épauler le centre. Mais le centre, l'idée du centre, Oui. c'est qu'elle se autofinance avec ses propres activités. Mais c'est membres. Donc, quand tu dis membre, ça veut dire qu'il faut que tu payes une adhésion? 80 $ par année. OK. Fait que c'est pas la fin du monde. C'est juste pour dire que... C'est juste pour dire qu'ils mettent quelque chose Oui. dans le pot là, pour qu'ils participent. C'est des membres, c'est pas des patients, c'est pas des clients. On est à but non lucratif, c'est des membres. Puis avec ces membres-là, on va peaufiner notre offre, puis on va être capable de vraiment représenter mieux nos membres. Fait qu'ils ont déjà, en ce moment, tu deviens membre, tu peux venir à nos sessions de groupe qui est tous les lundis. On va avoir d'autres sessions de groupe en 2025 pour les familles. Fait que mon épouse, elle veut chapeauter ça un peu pour pouvoir épauler les épouses. C'est mes important. enfants travaillent avec les enfants de David Garfinkel aussi, qui ont épaulé mes enfants. Fait que c'est vraiment un aspect membership, convivialité, tous ensemble, pour pouvoir avancer puis être mieux. J'aime ça. Puis la réciprocité, est-ce qu'il y en a qui diraient que tu es naïf, tu disais? Parce que en même temps, je trouve que le principe est extraordinaire, mais ça va fonctionner sur comme la bonne foi de chacun. Oui, jusqu'à preuve contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Oui. Fait que dans le fond, les gens qui peuvent payer, bien ça, ils vont dire « je peux payer », mais c'est parce que vous n'allez pas leur... Est-ce que vous allez demander des preuves financières? Ou Non. comment tu établis que tu peux puis tu peux pas? Ils font sur l'application, ils mettent l'adresse, on les rencontre, on discute avec eux, puis on parle de notre taux horaire. Le taux horaire, c'est un taux horaire pas plus que les autres centres de physiothérapie au Québec. C'est un taux horaire complètement normal pour ce qu'on fait. Puis si on voit et on constate qu'ils ont un trouble financier, c'est là que la Fondation peut les assister et va les assister. Fait qu'on ne pourra pas aider tout le monde, mais comme je mentionne à notre équipe, je l'ai mentionné ce matin dans notre meeting d'équipe, s'il faut qu'on grossisse, c'est juste des bonnes nouvelles. Fait que s'il faut qu'on en accroître, c'est excellent. C'est qu'il y a des besoins. Il y a des besoins, les besoins sont définis, on est capable d'aller chercher du funding pour pouvoir grossir avec les membres qui joignent nous. Fait que j'ai aucune crainte pour pouvoir grossir. Quand il faut qu'on rapetisse, ça, c'est une autre discussion. On ne veut jamais ça. Nos membres vont nous venir via l'IRGLM pour l'île de Montréal. Fait que les membres qui sortent de l'IRGLM, qui se retrouvent en vie... une des ressources que c'est ça que vous avez... Une des ressources parmi d'autres, on va être disponible pour pouvoir les assister. À date, il n'y a personne que moi je peux constater qui offre ce qu'on offre au point de vue de vraiment encercler la personne avec les 4 piliers. Il y avait un manque. Il y a un manque. Moi, j'allais chercher mes besoins un petit peu partout, puis je faisais le mieux que je pouvais. Là, je voulais tout rapatrier ça ensemble, sous un toit. C'est ça, c'est sous un même toit. Comme dans le fond, pendant que tu es dans ta période de réhabilitation, tout est là. Exactement. Puis là, du jour au lendemain, quand tu quittes là, tu te ramasses un petit peu le bec à l'eau. Dans le fond, toi, tu t'assures qu'il y a une pérennité, les gens vont continuer. Puis c'est là le côté, j'imagine, membership. Oui. En étant membre, tu fais partie de ce groupe-là, tu as un sentiment d'appartenance, puis tu sais que tout le monde comprend ta réalité. Exact. Fait que c'est ça que tu souhaites faire avec C'est exactement ça qu'on veut faire. Moi, je devrais mettre le micro devant toi. C'est exactement ça qu'on veut faire. Puis en faisant ça, si on est capable de retourner un de nos membres sur le marché du travail puis démontrer ça à l'intérieur d'un temps X là, assez rapproché. Déjà, il y a des membres qui sont partis de notre famille qui disent « Éric, je veux t'aider. Y a-t-il quelque chose que je peux faire? » Pour le moment, occupe-toi de toi. Puis reviens-nous après. Occupe-toi de toi. Fais tout ce que tu as besoin pour pouvoir accélérer, pour pouvoir revenir à toi. Puis là, quand tu es toi, let's go. Là, tu vas pouvoir nous épauler puis nous aider. Là. J'aurais tendance à penser que les gens, bien, pour l'avoir vécu aussi dans une autre fondation, quand tu aides des gens, puis après ça, ils se sortent de leurs difficultés, peu importe ce qui se passe dans leur vie, souvent, le désir, c'est de redonner. Oui. Si tu as été aidé, la plupart des gens vont vouloir, après ça, donner au suivant. 100%. Moi, je pense que tu n'es pas naïf. Je pense que c'est un beau Mais c'est la raison qu'on a commencé, Sophie, ce qu'on est en train de faire. Je suis tellement chanceux dans ma vie personnelle. Mes parents, je viens d'une famille d'entrepreneurs. On a, tu m'enlèves, mais... On a toujours été entrepreneurs chez nous. Ma mère était... une grande businesswoman, mon père, un grand businessman, tout mon noyau familial. Tu as toujours baigné dans l'entrepreneuriat. Toujours. Tout ce qu'on a fait était basé sur l'entrepreneuriat. Je respecte beaucoup l'entrepreneur. Malheureusement, moi j'ai tenté quelques fois de me lancer là-dedans, mais j'étais toujours mieux dans une équipe. Puis
Puis là, ce qui m'est arrivé, et je suis tellement chanceux d'avoir bénéficié de cette vie-là d'entrepreneuriat comme enfant, grandissant là-dedans, que j'ai été capable d'aller chercher des experts un petit peu partout sur la Terre pour pouvoir me remettre sur mes pieds. C'est ça qu'on fait avec la Fondation. Est-ce que définitivement, tu respires la résilience? Est-ce que c'était déjà là ou ça l'a beaucoup développé? Puis est-ce que tu penses que c'est central parce que tu mentionnes l'entrepreneuriat? Moi, je trouve que c'est une qualité qui est souvent présente chez les entrepreneurs. Toi, chez toi, elle est multipliée. Elle m'a été inculquée. OK, fait que tu l'avais... Comme jeunesse, je faisais je servais nos acheteurs. Là. J'étais un enfant, puis moi, ma job, c'était de servir puis desservir la table pour nos clients qui venaient chez nous la fin de semaine. Fait que c'était toujours inculqué chez nous qu'on s'occupait de nos clients, on s'occupait de notre business. Fait que toi, ça a été comme normal de faire ce pont-là. Tu as Oui. ta devise, Éric, aussi, que si c'est pour être moi... Oui. C'est moi qui décide de la suite. C'est moi qui décide de la suite. En français, puis parce qu'en anglais, c'est « If it's gonna be, it's up to me ». Puis c'est l'homme qui m'a élevé avec cet esprit-là d'entrepreneuriat qui disait toujours ça en anglais « If it's gonna be, it's up to me ». Et puis, c'est ton père qui disait ça? Mon beau-père. Ton beau-père? Mon beau-père qui m'a élevé. Et puis, c'est avec cette phrase-là, ce slogan-là, que je vis ma vie. Et je l'ai amené à la Fondation parce que c'est essentiel à la réussite. Là, c'est nous qui décidons à l'intérieur, à la fin de la journée, là, si je veux être morose, si je veux voir les choses noires, mais je vais voir les choses noires. Si je veux voir le bien dans le monde et le bien qui existe, bien, je vais le voir, le bien. Fait que je trouve que je pensais que cette devise-là avait été pensée pour le centre. Je pensais pas que ça avait toujours été... Non, c'est une devise d'enfance. Une devise parce qu'elle parle particulièrement fort dans le contexte. Énormément fort. Et après mon accident, elle est revenue très, très fort. Elle est revenue à la charge. Puis elle avait été enterrée en dedans de moi. Puis c'est mon oncle de cette famille-là qui me l'a ramené à ma vie. Puis il a dit, « Tu as été appris ça à un jeune âge. » Puis maintenant, c'est le temps, c'est le temps de le montrer. Mais tu le fais... On est dans des moments très ouais. Émotifs. Mais merci d'accepter d'en parler parce que de l'entrepreneuriat, ça peut être un vecteur de changement tellement fort et tu incarnes ça. Tu incarnes ça. Quand on dit, qu'on se soit en anglais, game changer, en français, c'est vraiment ça, vecteur de changement. Moi, je pense que tu changes des vies, pas tu vas changer des vies, tu vas en changer beaucoup plus, mais tu changes déjà des vies. Et c'est un bel exemple de résilience puis de faire quelque chose de très inspirant. Merci, Sophie. Je te félicite. Tes mots de sagesse, Éric, les gens qui nous écoutent, c'est des gens qui ont un intérêt dans l'entrepreneuriat. Il y en a qui veulent se partir entrepreneurs ou qui considèrent ça, mais avec tout ton bagage puis ce que tu sais jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu partagerais? Juste jamais lâcher le rêve. On dit en anglais, excusez, là, ma langue maternelle, c'est l'anglais. Fait que des fois, je reviens à l'anglais, mais j'ai été instruit en français, mais ma langue maternelle, c'est l'anglais. T'es parfaitement bilingue, ça apparaît pas. Dreams do come true. Les rêves se réalisent. Faut juste y croire, puis avoir la ténacité d'y tenir et d'y vivre et de se laisser croire qu'ils sont capables de se réaliser. Si on y croit, ça va se réaliser. Je suis très confiant dans ça, puis encore plus aujourd'hui, après ce que j'ai vécu les 5 dernières années. C'est ça que je veux inculquer à mes enfants, de vraiment suivre leurs rêves. Acceptez pas quelque chose qui n'est pas à l'intérieur de toi, qui ne te parle pas. Il faut que ça te parle. Comme tu l'as senti quand tu as fait l'appel, le feu, tu as senti une étincelle avec la famille. Oui. Les gens disent, je pense que je peux aider. Oui. Dans le fond, toi, c'est ça, c'est à partir de là ton rêve. 100%, là, c'est exactement là. Le feu est parti, l'étincelle est partie en dedans de moi. Et c'est là que ça naît, la fondation a eu lieu. Puis là, j'ai dit, OK, il y a définitivement quelque chose. Puis peut-être, c'est pas amener ça trop philosophique, mais peut-être c'est ces raisons-là que j'ai eu mon accident aussi. Pour pouvoir redonner à d'autres. On se pose
quand il nous arrive des choses dans la vie, ma mère, elle dit toujours qu'on a un sac à dos. Tout le monde a un sac à dos. Il y en a qui est beaucoup plus pesant. Il y en a que c'est comme un gros sac de pack. Mais on en a tous un. Tous. Et là, c'est là que tu te demandes des fois, bon, peut-être que je me suis fait donner ça, il y a une raison, puis on va essayer de regarder du côté positif. C'est ce que tu as fait. C'est ce que tu fais. Oui, puis, tu sais, pour vraiment conclure ta question, là, je viens d'avoir l'idée avec ce que tu m'as aidé. Là, you're a pretty good person. T'es bonne dans ton boulot, mais tu sais, les premières quelques années après mon accident, tu sais, veux pas, on arrive à se poser la question, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait mal? Pourquoi moi? Pourquoi que ça m'arrive? Je ne mérite pas ça. Maintenant, où est-ce que je suis rendu? Puis c'est là que je veux amener les autres à avoir ce mind shift-là. C'est pourquoi pas moi? Oh, fort! Fort et vrai. Tu sais, pourquoi pas? Pourquoi pas être capable de tu sais, un de mes amis me dit « You want to change the world? » Peut-être que je pourrais pas, mais si je peux changer mon petit patelin... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas essayer? C'est pourquoi pas essayer de mettre un ascenseur à une station de métro? Pourquoi pas l'essayer? Pourquoi pas? Éric, rapidement, il nous reste 30 secondes. Comment les gens qui veulent contribuer à ta cause, qui veulent donner des dons ou des gens qui voudraient des services, comment est-ce qu'on contacte? On va sur le site? Oui, on va sur notre site web qui est n-eff.ca, NEF, parce que c'est neuroefficacité. Fait que n-eff.ca. Puis écoutez, donnez pas. J'aimerais que tout le monde donne, mais on n'est pas là pour faire de la pression, mais on est à but non lucratif. Fait que le plus de gens qu'on est capable d'aider, ça vient avec nos sous. Tout ce qu'on reçoit, on veut redonner, on veut recirculer. On ne va pas s'asseoir dessus. Moi, je ne me paye pas un gros salaire. Je veux m'assurer que tout ce qu'on est capable de retenir et recevoir, on va redonner. La loi de la réciprocité. La loi de la réciprocité. Fait que si on est capable de recevoir plus, on va être capable d'aider plus. Et de donner plus et vraiment avoir une voix pour les gens qui n'en ont pas de voix. Échanger. Et pourquoi pas? Éric Boyer, de la Fondation Neuroefficacité. Un énorme merci de ta générosité à tous les niveaux et d'être venu partager ton histoire et ton histoire entrepreneuriale qui sont très inspirantes. Un grand merci et grand succès à Neuroefficacité. Merci à Gilles Lamarche qui est à la mise en onde. Merci à Sophie à la technique. Et merci à vous d'être présents puis de suivre nos histoires à chaque semaine avec qu'on aime partager avec vous le secret des personnes inspirantes. On vous donne rendez-vous jeudi prochain midi et nos épisodes sont disponibles pour la réécoute sur intentioninc.ca et sur la chaîne YouTube. À bientôt.